Serge m'avait parlé du projet, je cherchais un peu les pièces que je pourrais présenter justement parce que j'en avais pas exprès. Puis les délais étaient assez courts, fait que j'avais pas pu en faire exprès pour cet événement-là. Mais en même temps, c'était bien de tester la limite de la céramique. Puis le métal, il n'y avait pas une peinture pour l'extérieur, mais pour des petits délais comme ça, puis où on la rentrait tous les soirs, il n'y avait pas vraiment de pépin pour ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais peut-être essayer de sortir de mes œuvres dehors un peu plus. Ben là, oui, je mange bien. 5 minutes. Et voilà. Quand j'étais adolescent, je me suis mis à aimer les films d'horreur. Fait que ça me fascinait de voir une personne transformée en monstre avec des couches de latex, de mousse, de tissu, de whatever. Fait que ça me fascinait beaucoup. Et puis là, avec des amis, on s'est mis à faire des films amateurs entre nous autres. T'sais. Puis je m'occupais bien sûr de la partie direction artistique, là, tu sais. Fait que c'est un grand mot quand t'as 16 ans. T'sais. Fait qu'avec les caméras du câble à Rivière-du-Loup, puis emprunter un puis l'autre, qui nous ont été un grand support d'ailleurs, on réussit à faire nos petits films amateurs en se prenant pour des grands réalisateurs. Fait que moi, je faisais des effets spéciaux, tout ce qui était accessoires qu'elle avait avec, tout ça, les têtes coupées, les bras, le sang, etc. Et plus qu'on avait, plus qu'on avait du fun. Fait que j'ai commencé avec ça. Puis là, il y avait de la sculpture, il y avait du moulage. Puis là, quand j'arrivais au secondaire, vers la fin, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Là, je disais, j'aimerais ça faire ça, tu sais. Mais je disais à peu près yes, no en anglais, ça s'arrêtait là, le windshield bumper, comme nos parents. Fait que j'ai fini, c'était aux États-Unis, les cours. Je pense qu'il y avait de quoi à Toronto, mais c'est pas sûr. Fait qu'en fait, quand il me dit, l'autre bord de la rue, il y avait le cégep. Puis il dit, tu peux aller là, ils font de la sculpture, ils font différents trucs, tout ça. Fait que je dis, bon, je vais aller là en attendant, au pire, tu sais, si je changerai. Puis j'ai découvert un univers que je connaissais pas pantoute. J'ai appris le soudage, le plâtre, le bois. Puis j'ai toujours été, un gosseux, comme on dit au Québec, là, avec mon père, qui travaille le bois. Fait que j'ai toujours été dans le garage, dans ses jambes, à faire différentes affaires avec une perceuse puis un bâti, ça me dérangeait pas. Fait que quand j'arrivais là, c'était comme un terrain de jeu pour moi, tu sais. Puis c'est là que j'ai découvert le moulage qui m'apportait beaucoup au niveau des capacités. Tu pouvais mouler quelque chose, ce que tu veux, si tu avais les bonnes techniques, les bons matériaux, puis la sortir en autre chose. Donc ça m'a hanté quand même assez longtemps. J'ai commencé à mouler le doigt, je pense que j'avais 14 ans, là, puis mouler la tête de mon frère à 15 ans. J'ai toujours joué de la matière, j'ai toujours construit des trucs dans l'espace, même enfant. Écoute, nos premières cabanes, on les construisait dans des arbres. Ça te donne une idée que déjà d'aller s'enquérir de l'espace, ça faisait partie de mon quotidien, si on peut dire. Donc, c'est venu comme ça, mais ça s'est précisé un petit peu plus dans la vingtaine, on s'entend. Mais je me souviens qu'à l'âge de 10 ans, j'ai quand même visité Terre des Hommes. Et j'ai découvert des cadans, j'ai découvert des Georges Bonnet, des Armand Vaillancourt, des Ulysse Comtois, des œuvres modulaires d'Ulysse Comtois qu'on pouvait manipuler comme un modelage. Ça a été l'élément déclenchant, mais ça s'est passé comme une dizaine d'années plus tard, où là, c'est devenu plus intense et plus tangible là, dans mon quotidien, dans mes actions, je te dirais. Début des années 80, j'avais un copain qui s'est inscrit sur un cours, un certificat en sculpture à l'UQAM. Première session, il faisait le métal. Alors, c'est Pierrot, bon, écoute, quand tu montrais à souder, moi, je tentais d'aller du côté de l'université là, dans ces moments-là. Et puis, ce qu'il m'a dit, il m'a dit écoute, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me montrer à souder parce qu'on me brimerait dans ma créativité. Alors, je dis, bon, ouais, c'est peut-être pas ma voie d'entrée la plus familière ou la plus, accueillante. Alors, j'ai appelé au Centre de main-d'œuvre du Canada dans le temps pour leur dire, écoutez, mon nom est Claude Millette, je suis sculpteur, je travaille de bois et partir de... faudrait à ce moment-ci que je travaille de métal. Donc, j'aimerais m'inscrire sur un cours de soudure. Alors, ça a fait comme... Pour ceux qui connaissent les téléphones avec la ligne dure, ça a raccroché, tu sais. J'ai rappelé comme un an plus tard en leur disant, écoutez, moi j'ai une famille à faire vivre, il y a un bon marché pour les soudeurs actuellement, moi j'ai des aptitudes, j'ai un petit peu d'expérience parce que j'ai commencé à travailler un petit peu là, avec ces matériaux-là.
Et je suis disponible parce que je suis sans emploi. Donc, est-ce qu'il serait possible de pouvoir apprendre ce métier-là pour être qualifié nécessairement? Et là, j'ai été 2 ans et demi à l'école. Alors, j'ai fait tout mon cours dans le soudage et sur différents procédés. Et dans la jeune vingtaine, encore une fois, gagner sa vie avec sa production en sculpture, pas très évident. J'avais déjà un fils, donc une famille à faire vivre aussi. Alors, l'autre avenue, c'était quand tu vas avoir des qualifications, tu vas peut-être aussi pouvoir te trouver un job, tu vas gagner ta vie, sans faire de compromis dans ton atelier. Je m'appelle Marie-Josée Gustave, je suis sculpteur, mon médium est le papier. Alors je fais de la sculpture en 3 dimensions à partir de techniques traditionnelles. La vannerie principalement, le tricot, le crochet. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Je viens du domaine du textile, du vêtement en fait, et puis j'ai beaucoup travaillé les volumes, et puis j'avais un amour particulier du tissu. Quand je suis arrivée au Québec, j'ai changé de vie, donc puis là le papier a compensé le tissu d'une certaine façon. J'ai commencé à travailler le carton. Parce qu'il était facile d'accessibilité. Et puis, j'ai commencé à faire des volumes en 3 dimensions avec le carton. Puis, à un moment, je suis passée au fil, mais au fil de papier. Donc, et puis, les techniques traditionnelles, en fait, je les connais depuis que je suis toute petite. C'est ma mère qui me les a apprises. Alors, le tricot et le crochet, principalement. Puis après, j'ai découvert la vannerie, donc j'ai intégré la vannerie dans mon travail. Ah oui, on va presque à travers, hein? C'est fun. T'en as une dans la fenêtre, là-bas. Donc ça, c'est un gros projet. On a 3 à 2 mois chacun à faire. Là, ça nous donne... Parce que là-dessus, je donnais un coup de main à Marie, là, le langage pour Technicien. Netper, technicien de coupe. Et puis, j'allais dire, c'est en fait arrivé au Québec, la porte s'est ouverte parce que c'était plus facile qu'en France de décider à un certain âge, on va dire, de changer de carrière. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai voulu faire que ça. Donc, je me suis débrouillée pour faire que ça. Moi, ça a commencé depuis l'enfance, là, justement, à toucher la matière, à essayer de jouer avec la matière. Donc, ça a commencé très tôt. C'est pas l'école qui m'a appris à sculpter, mais l'école m'a appris en art à mettre des mots, puis à rentrer un petit peu dans le langage commun, puis apprendre à se faire comprendre. J'ai fait beaucoup de choses là, dans ma vie. J'ai essayé beaucoup de... J'ai passé par la peinture. Là. Je pense que j'ai vraiment touché à tout, là, pour être honnête. Et jusqu'à peut-être récemment, quand même, j'avais des installations où il y avait de la céramique, de la vidéo, de la peinture, mais c'est des petits objets, là, des petites productions, mais quand même, là, c'est aussi les concepts et les idées que j'aborde finalement avec les projets qui m'amènent finalement à certaines idées qui vont s'articuler avec certains médiums. Mais je pense que depuis une couple d'années, je veux quand même resserrer un peu tout ça, là. Puis j'ai voulu me spécialiser, puis comme un peu plus en céramique. Puis pour moi, ça fait du bien aussi, là, la spécialisation. C'est comme le fun, parce qu'au lieu d'avancer à petits pas dans chaque médium, on peut acquérir comme un savoir-faire, une manière de s'exprimer, puis un peu de la répéter. Là, ça fait du bien au lieu de toujours réinventer la roue à chaque projet. Puis à un moment donné, je sais pas, j'étais un très mauvais peintre, fait que j'ai rencontré Fournel par hasard. C'est Vaillancourt, tout ce monde-là. Oh, ouais. Fait que j'ai aimé la folie qu'il y avait, fait que j'ai décidé d'y suivre. Okay. Mais je savais que je ne ferais jamais une crise de scène. Parce qu'il était tout cassé, toute la gang. Peu importe s'il était connu ou pas connu dans le temps, il était tout cassé puis il n'y avait pas d'avenir. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est une belle folie, je vais embarquer avec eux, puis j'ai jamais débarqué. Là, un jour, je me suis demandé pourquoi je faisais des arbres, tout ce qui avait un rapport avec des arbres.
Puis, j'avais pas vraiment d'idée. Puis, en fouillant dans les vieilles photos, j'ai trouvé des photos dans le temps avec mes frères. À Côte-Saint-Paul, il y avait une butte là, de CNR. On descendait, puis en traîneau, puis là, tu comprends-tu, c'était quasiment à la hauteur de l'Everest à l'époque. Puis on aboutissait fatalement dans l'arbre. Fait que l'arbre a rentré comme ça, c'est bien physique. Fait que c'est ça. Fait que je tire la misère par la queue, c'est depuis ce temps-là. Mais ça marche. Pas confortable, là. Moi, j'avais dit à mes gars, à l'école, payer des diplômes. Moi, j'en sais 50 fois ce que les profs en art savent. Je peux pas y aller parce que j'ai pas le papier. Ça va pas t'en aller en or. Ben, avant d'aller en or, j'étais là en technique administrative au Sénat. Puis là, j'ai non. J'ai même pas fini mon deck. Ben, il me manquait un cours, puis j'ai décidé de prendre un deck en or. Mettre les cours pour le deck en or. Puis je vais s'en aller en or à Montréal. Poterie, les cours de poterie. C'est ça qui m'a donné le goût de faire de la sculpture. J'ai super aimé ça, la sculpture. Puis on les peinturait nos œuvres. Moi, j'aime pas la sculpture brute, j'aime ça faire la peinture aussi. Tu fais la peinture, sculpture. Oui. De juste faire de la peinture, juste faire de la céramique, juste faire des œuvres en 3D qui sont pas peintes, je trouve ça plate. Puis j'aime les deux. J'ai eu une prof au secondaire qui était vraiment chouette, qui s'appelle Colette Pratt. Elle fait du verre, puis elle a fait des œuvres d'art public, puis elle m'a donné vraiment la passion. Là, quand j'étais au secondaire, là, vraiment, j'avais tout pris les cours d'art possibles, puis je l'aimais vraiment beaucoup. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de elle dans ça. Mais quand j'avais fait mon choix de carrière, on me prédestinait pas à ça. Là. Il y a comme plein de choses qui sortaient qui étaient complètement farfelues. Mais dans le fond, je m'intéressais beaucoup à intégrer. Avant, au début mettons, quand j'étais arrivée au baccalauréat, je faisais de la peinture, j'ai fait de la photo. C'était vraiment très élargi. Puis avec la maîtrise, j'ai décidé plus de mélanger les dimensions, justement, de la sculpture avec la peinture. Fait que j'ai essayé de créer des illusions. Donc j'ai présenté des lampes qui faisaient des faux éclairages en peinture. Donc, ça faisait partie d'une série où j'ai fait des lampes de poche, des lampes de table, des lampes sur pied. C'est beaucoup axé sur les objets. Fait que je cherche des analogies entre des objets qui n'iraient pas naturellement ensemble. Comme là, dans cet exemple-ci, c'était des échantillons de plexiglas que j'ai jumelés avec des diapositives qui sont exactement du même format. Donc, c'est aussi des jeux sur la couleur, puis sur les illusions, un peu des illusions d'optique, des jeux de créer des effets de profondeur, comme avec ce socle-là, qui peut avoir l'air d'avoir une grande envergure de loin, mais quand tu arrives, tu vois qu'il est vraiment mince, puis qu'il a l'air plutôt instable avec... Fait que ça rend un peu le socle un peu plus fragile. OK. Ça ramène aussi aux objets que je choisis, qui sont souvent en céramique ou en verre, des objets justement qui sont plus connus pour leur fragilité. Je pense que ça pourrait marcher aussi. Mais le tuyau, ça marche. Oui. Ah oui. Ça marche. Yes. Ça a été comme une conviction personnelle qui s'est traduite depuis toujours. En fait, là, j'ai commencé à l'adolescence à faire de l'art, puis c'était une façon pour moi de me faire une sorte de valorisation. Je pense qu'académiquement, c'était peut-être un petit peu plus difficile de communiquer ma force de cette façon-là, mais par le biais des arts ou les mains, le fait de construire des choses, c'était une façon pour moi de pouvoir dialoguer peut-être plus avec mon entourage. Donc, j'ai vraiment persisté. J'étais allée au cégep en art visuel, j'étais allée à l'UQAM en art visuel, puis j'ai continué. Puis là, ensuite, j'ai fait une maîtrise en art visuel, puis j'ai toujours eu besoin d'avoir un atelier puis de créer. C'était super important pour moi. Jamais dans l'optique nécessairement
d'être reconnu, oui, mais vraiment dans le but de faire. Donc, dès les débuts, là, comme j'ai fini mon bac, j'avais déjà un atelier, puis je voulais vraiment réaliser des choses. Ouais. Lui, il va y mettre son cul. La première année, je me souviens que les gens étaient très, très, très enthousiastes, spécialement les lieux qui ont reçu l'exposition. Il y a eu énormément de visiteurs. Les réactions étaient très positives. Il y avait comme la surprise l'événement parce que c'est le lieu dans lequel les expositions s'installaient aussi, c'était des lieux inusités. On ne le faisait pas à l'intérieur, dans le cadre d'une galerie. On le faisait à l'entrée du lieu comme tel, presque dans le stationnement, jusqu'à la limite. Et puis, du bord de la rue jusqu'à l'entrée principale. Donc, il y avait cet effet de surprise-là qui était bien accepté. Puis Le fait d'art, pour moi, c'était cette notion-là de confinement et d'isolation. Puis, à fin de compte, beaucoup des questions qui reviennent par rapport à la question de la pandémie, c'est tout le rapport social et le rapport relationnel qui est manquant ou qui est absent, qui est rendu virtuel par rapport à nos échanges numériques, sociaux, médias sociaux. Et tout ce manque de contact humain, cette distanciation de 1,6 mètres, 2 mètres, on ne sait jamais c'est quoi, là, ça change rien. Ça a été plus au niveau de la rigueur d'atelier. Dans le fond, confiné, oui, on l'est déjà quand on vient de la campagne, on l'est par choix. Alors, ça n'a pas fait une grosse différence dans mon cas, je t'avoue sincèrement, parce que devrait réussir la campagne, c'était un choix de confinement, voire de votant. Maintenant, il y a d'autres rapports avec les autres qui nous étaient quand même beaucoup plus limités. La remise en question a été constante à partir, je pense, de la première semaine de confinement. C'était comme, bon, qu'est-ce que vous arrive de part? Et puis, ce que je suis en train de faire là, c'est quoi la valeur que ça a par rapport à notre fragilité quelque part? Puis ça a questionné beaucoup, puis de façon assez fondamentale. Je cherche encore des réponses, mais je t'avoue que c'est souvent dans l'action qu'on apprend aussi. Donc, ça ne m'a pas empêché de justement poser des gestes, de réaliser, de créer des œuvres, mais à la fois, on sait pourquoi. Maintenant, c'est toute cette question fondamentale-là qu'il faut aussi participer dans la recherche. Se chercher, puis trouver où il n'a pas trouvé, ça fait partie aussi du challenge. La morosité qu'on a sentie très grande l'année passée se dilue tranquillement, se dissipe, mais les artistes ont besoin de montrer, mais la plupart des artistes, en ce moment, sont très contents qu'on leur propose quelque chose. Faut pas s'énerver. Anyway, comme ma blonde dit, on en faisait pas de job plus avant. Là. Dans le sens où on marchait, on allait manger au restaurant, tout ça. Mais c'est tout ça qui a manqué. Tu sais, cette partie-là de la vie, que tu rencontres d'autres mondes, puis je sais pas. Sinon, bon, ça va. Nous, quand tu travailles, t'es pogné dans tes affaires. Tu vois même pas qui mouille dehors. Au départ, on était vraiment comme au début du confinement, puis ou presque au début. Puis que là, on est comme presque à la fin. J'avais comme pas repensé à ça ben. C'est sûr que ça a été particulier, là, surtout même au vernissage, là. On avait fait le vernissage dans le parc, là. Oui. Puis je me rappelle que même dans le parc, là, on avait les masques, puis c'était comme vraiment intense.
éventuellement, moi, j'ai décidé... j'ai eu plus de temps pour finir des vieux projets que je traînais. Puis aussi, j'ai décidé de m'équiper en céramique aussi, au lieu d'aller toujours vers faire cuire chez d'autres mondes, tout ça. Fait que ça a été vraiment... je pense que ça va m'amener où je voulais aller. Moi, dans mon cas, tous les délais, en fait, qu'il y a eu, je pense que j'aime mieux ce scénario-là que l'autre qui aurait été comme normal, mais je sais pas ce que ça aurait donné, mais on est tellement tout le temps dans l'urgence, dans la rapidité, puis là, on entend parler que le télétravail serait peut-être fini, tout ça, puis les gens, ils veulent pas. Puis pourquoi réimaginer les routes aussi pleines qu'avant, les transports en commun aussi bondés qu'avant? Je pense qu'il y a personne qui veut vraiment revenir à ça, là. C'est nous qui gérons toute la business, mais un microbe invisible qui chute à l'âge de la moitié de la planète à Terre. Notre humanité a un peu à prendre, des leçons de ça, je pense. Donc, l'isolement fait partie naturellement de mon travail. Donc, moi, finalement, de rien faire ou même de m'ennuyer fait partie de mon processus de création. Parce que c'est dans l'ennui que les idées viennent. Fait que le COVID, finalement, ça a été une continuité pour moi, mais ça a été évidemment assez particulier de voir les autres, eux, s'ennuyer. Puis je me disais, eux, il y a des idées qui vont naître pour ceux qui ne sont pas habitués. Puis je me disais, ça peut être une bonne chose pour un moment de réflexion pour la société, je dirais même la planète entière. De se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a un espace, on ne peut pas sortir. Donc, de remettre en question les choses, le fonctionnement du roulement de la société actuelle, c'est une bonne chose. Puis j'ai bien aimé que ça brasse un peu. Évidemment, il y a toujours des dommages collatéraux qu'on ne veut pas avoir non plus. On ne veut pas être malade. Mais évidemment, c'est des remises en question. Puis qu'on ralentisse un peu l'intensité du travail, parce que on devient... Puis moi, j'ai 3 filles, puis je les vois, sont nés dans ce monde-là de rapidité, d'appareil, où tout est accessible dans l'instantané, où qu'on peut plus justement s'ennuyer. On peut pas s'ennuyer parce que tout de suite, il y a quelque chose à regarder, à lire sur sa tablette, sur son téléphone. Donc, de rien faire, là, c'est difficile. Puis moi, j'essaie de leur apprendre. Va te promener dehors, va écouter les oiseaux, va respirer l'air, va sentir les odeurs, tu sais. Mais quand les appareils n'existaient pas, c'est ce qu'on faisait. On partait dans la forêt, puis on se promenait, on regardait ce qu'il y avait autour, parce que la matière, les ressources, dans le fond, stimulantes, ils venaient pas du numérique, ils venaient de façon analogique, puis directement reliés à nos sens. Donc, puis là, c'était pas juste les sens de la vision, puis l'ouïe, c'était le toucher, c'était l'odorat, c'était le senti. Parce que je me suis beaucoup questionné sur notre rapport aux objets dans la vie réelle. Puis je me disais, mais on a comme tout un autre monde parallèle à côté de nous autres. Puis même si tu t'intéresses pas à ça, tout le monde là. On a presque tout un téléphone avec des données qui sont dans le cloud qui appellent. Puis on stocke ça, puis ça devient comme énorme. Puis on est comme une grosse usine qui envoie des données dans... Puis je trouve ça super poétique qu'on appelle ça le nuage. Je trouve que c'est intéressant d'aller jouer un peu avec ces deux mondes-là, puis de les faire cohabiter dans des sculptures qui sont bien réelles, mais qui ont des parties virtuelles versus des sculptures virtuelles qui ont des parties réelles. Où on sait comme plus trop qu'est-ce qui provient de quoi. Ça. Je vais voir, je sais pas exactement là, ce que ça va être l'animation. C'est tout le temps l'idée de... Est-ce que la pandémie a un effet? Oui, j'ai perdu ma job. Mais à pas avoir perdu ma job, je te dirais que
Je te dirais que la pandémie m'a donné le temps de penser. T'es probablement comme plein des artistes, bien du monde. Là, tu te retrouves du jour au lendemain, t'as plus rien. Donc, au niveau de mon travail, ben, j'ai fait quand même 18 ans même place, fait que t'as une certaine sécurité et routine, jusqu'à routine, une chose, sécurité, tu penses que tu as une sécurité jusqu'à un point où ce que tu fais, OK, à matin, c'est fini, ça arrête là à matin, t'sais. Puis même si tu voudrais, le Québec t'arrêter en même temps, là, ça, c'est une autre affaire, là, parce que je pouvais pas me retourner en me disant, OK, ben, je vais aller cogner, je vais aller voir d'autres personnes qui, non. Donc ça a eu du bon parce que les 4-5 dernières années, je les ai roulées à 110 000 à l'heure. Là. Fait que j'avais comme mon travail, j'ai fini une maîtrise, je me suis marié au travers de ça. J'ai fait beaucoup de choses en même temps. Donc les journées de 24 heures n'étaient pas assez longues pour moi. Donc là, ça m'a permis de me poser et de me dire, OK, je continue-tu ça encore là-dedans? Est-ce que la sculpture m'attire encore? Si oui, comment? Etc. Là, je me suis donné le droit de prendre mon temps, tu sais. J'ai toujours... moi, il faut que ça bouge, là. Donc, là, ben, t'avais pas le choix d'arrêter de bouger. C'est ça. Donc, COVID a décidé autrement. Fait que là, j'ai décidé d'écouter COVID, pas le choix. Ben, la COVID est arrivée en même temps que la retraite. Donc, je peux pas associer pour moi la COVID de pas... c'est la retraite qui a influencé. La COVID, de toute façon, ne faisait que contribuer à la retraite, dans le sens de laisser plus de temps pour... Parce que ça a été 2 ans où j'ai mis la main à la pâte, c'est-à-dire j'ai construit un nouvel atelier, j'ai réaménagé la maison, donc ça m'a pas préoccupé. Fait que je fais toujours... Même j'avais plus de temps, d'une certaine façon, pour la création. Là. Je pense qu'effectivement, la COVID a amené plus de temps pour la création. Ça a été beaucoup d'introspection, en fait. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de projets pendant cette période-là, donc je me plains pas. Ça m'a poussé beaucoup, mais ça a refait sortir des projets que j'avais dans la tête. Et j'ai beaucoup écrit, en fait, sur ces projets-là, essayer de les formaliser, et de plus formaliser mes idées plutôt que de juste faire, en fait. Parce que je fais de l'art visuel, mais à la base, je travaillais que avec mes mains, donc je suis comme une artisane finalement qui pousse un peu plus loin sa recherche. Et puis là, j'ai poussé plus loin ma réflexion sur pourquoi je faisais les choses. Donc ça a été très bénéfique. Et puis j'ai été, moi, les premiers mois, c'était merveilleux. Tout s'arrêtait, fait que on est un peu dans les artistes toujours pris dans d'essayer de se maintenir dans le mouvement de la vie courante. Et puis finalement, c'est comme si la vie prenait mon rythme à moi, finalement. Donc le rythme du temps plus long, de l'exécution qui prend du temps, du calme. Donc, tu sais, le fait, justement, comme tout le monde, je pense, le fait d'être isolé, le fait d'être vraiment plus seul là, dans la création, c'est un peu difficile. Puis côté où, justement, tout ce qui est exposition, rencontre avec d'autres artistes, échange, je trouve que c'est le côté qui était le plus difficile, en fait. C'était genre d'énergie-là, le fait de pouvoir parler, d'échanger sur le travail, de voir le travail, de pas avoir vu d'expo, ça, je trouvais ça un peu plus difficile, en fait, ouais. Ça l'a quand même fait du bien d'arrêter le roulement effréné, tu sais, de jamais arrêter, de toujours avoir le projet d'avance, tu sais, ça l'a vraiment permis de se poser aussi, tu sais, c'est peut-être le côté positif, là, de « Oh, OK, tu sais, tout est en pause ». C'était anxiogène, mais en même temps, ça l'a permis de peut-être laisser place à ça, justement. Ouais. Bouffée d'or. Bouffée d'or, ça a commencé en 2020. Pierre Navière m'appelle. Il me dit « Serge, j'ai une idée. Et puis, j'aimerais ça t'en parler. Un projet d'exposition à l'extérieur. Puis ça coïncidait aussi avec les plans de déconfinement là, pour... J'ai eu un flash. Je me suis dit, pourquoi qu'on pourrait pas, vu que tout est fermé, qu'on pourrait pas faire des choses à l'extérieur. Donc, les gens pourraient
assister à des choses à l'extérieur, tout ça. Et en art visuel, je me suis dit, si on avait une plateforme ou si on avait quelque chose où on pourrait amener sur une place publique des sculptures, des choses comme ça pourrait peut-être fonctionner. Donc, l'idée est venue de faire des socles, et des socles avec des roulettes, pour justement faciliter le transport, faciliter la manipulation aussi des œuvres. Et puis, voilà, c'était un peu comme ça a commencé. Puis là, on se demandait, bon, OK, c'est beau, mais c'est quoi, comment on fait ça? Là, après ça, la seconde étape, c'est avec qui je vais travailler pour créer ce projet-là. Fait que là, j'ai commencé à me dire, bon, ben la plateforme, je savais qu'il y avait du matériel à la Maison de la Culture, est-ce qu'ils pourraient me le prêter? On va faire un test. Fait que là, j'appelle mon ami Serge Marquetta, qui est celui qui montait mes expositions à l'époque à la Maison de la Culture, qui est mon bon ami. J'ai dit, Serge, ça te tente-tu? On va essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses du projet? Ah, c'est pas mauvais, on va le tester. Fait qu'on a demandé à un ami, André Bourassa, de nous fournir une œuvre, puis on va essayer de fil en aiguille, on amène le matériel sur la place du marché Maisonneuve. Et on s'aperçoit qu'en prenant des photos, en faisant un montage, que ça avait de l'allure. Fait que là, c'était de se dire, OK, on a de l'allure, mais comment on finance? Quels moyens on a? Puis quel autre partenaire on va avoir besoin? Donc, il y avait un organisme sans but lucratif dont Serge était le président, qui s'appelle C2S Art et Événements. Et donc, à partir de cette organisation-là, il y avait un fonds, il y avait grosso modo un 4-5 000 là, qui restait encore dans les fonds. On s'est entendu pour que ça soit un projet avec C2S qui puisse le financer, puis en même temps, on trouvera des façons d'aller chercher des sous. Donc, OK, on va faire les plateformes. Là, on imagine des plateformes, puis on se dit, ça va être compliqué de faire ça. Ça nous prend quelqu'un qui est imaginatif, qui est capable de monter des affaires. On a appelé nos Bob McKenna, qui lui, s'il demande de trouver la façon de faire quelque chose, il va te trouver. Puis c'était la personne que ça nous prenait. Mais est-ce qu'il va accepter? On ne le sait pas. On appelle Bob. Bob vient nous rencontrer au marché Maisonneuve, devant le marché Maisonneuve, puis on lui explique le projet, puis il dit « Ouais, je pense que c'est possible, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. » Donc, de fil en aiguille, il y a un troisième joueur qui vient s'ajouter, qui tout l'aspect là, physique est en train d'y réfléchir à ça, puis on a confiance que ça puisse fonctionner. Et puis, il y a eu la sollicitation après ça des artistes pour leur demander qui seraient intéressés. Et puis, l'idée de départ, c'était de présenter des œuvres qui étaient déjà réalisées, qui avaient déjà peut-être été présentées ou non, quelque part, puis de voir avec eux s'ils seraient intéressés à pouvoir les représenter. Il y a quand même eu 9 artistes qui ont levé la main et qui ont dit « Nous, ça nous intéresse ». Donc, on avait des artistes, on avait nos plateformes, on avait les trucs, on avait des moyens, mais on se disait « Où est-ce qu'on va exposer ?» Donc, il a fallu envoyer des notes un peu partout chez des diffuseurs pour voir est-ce que ça les intéresserait. Et donc, les 9 qui se sont présentés là, de qualité, des artistes quand même de renom, tout ça, on s'est dit, on n'en choisira pas 3 puis on va laisser les autres, mais on prendra les 9 qui sont là, puis qui ont dit oui, puis qui ont levé la main, puis qui sont prêts à très court terme à nous offrir des œuvres. Donc, c'était pas une commande de dire, vous allez créer des œuvres en 2 mois, là, c'était, est-ce que vous avez des œuvres à montrer, puis on va prendre ceux-là, puis on va les exposer. Mais il y avait déjà, dès le départ, le créneau de départ, c'est-à-dire, 1, les artistes, il faut qu'ils soient payés. Donc ça, c'était pour moi l'essentiel. Deuxièmement, qu'il y ait une forme d'équité, effectivement, entre des jeunes artistes, des moins jeunes, etc. Idéalement, l'équité au niveau des femmes et hommes, etc. Moi, je trouve l'initiative vraiment intéressante. Je pense Serge, Pierre et les 3 qui avaient eu cette étincelle là, en pleine pandémie, là, en disant on démarque, on côtoie des artistes, on les appelle. C'est une réunion qui n'en est même pas une. Et puis, en bout de ligne, 1 mois et demi après, il y a une douzaine de sculptures comme ça qui sont présentées au public. Des rencontres entre des artistes aussi qui n'avaient jamais eu lieu. J'ai découvert plein de jeunes artistes que je ne connaissais pas. C'était comme wow. Puis avec des plus vieux aussi, comme bon. Moi, je pense à Pierre Leblanc qui était là, à niveau 16. C'est des amis de longue date. Avec des jeunes aussi, c'est comme wow. Il y a un intérêt, mais en même temps, quelque part, une communion. Là,
c'est pas toujours le cas dans les expositions de groupe. Maintenant, je pense qu'il y avait un souhait de retrouvailles, puis un souhait de découverte, autant entre nous que de découvrir d'autres publics aussi, d'autres lieux aussi. Il y a des lieux qui sont pas, normalement, ou sont pas toujours destinés à recevoir des expos. Donc, on doit être à l'extérieur. Dans ce temps-là, l'art vient à nous dans un milieu commun, extérieur. Avec ça change un peu notre relation à l'objet aussi. Puis, c'est ça, moi, d'avoir des œuvres qui sont à l'extérieur, moi, ça fait partie dans le fond de ma démarche, d'avoir des œuvres qui sont dans l'espace public. Donc, c'est pas des œuvres qui sont cloîtrées dans un espace dédié. Dans le fond, l'œuvre d'art devient, à quelque part, je pourrais dire, démocratique, parce qu'elle appartient à tout le monde. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut la croiser. Donc, on peut croiser son chemin. Puis, sans être un connaisseur, un érudit, on se questionne. On dit, ça fait quoi, ça, cet objet-là extraterrestre dans le décor? Ça fait longtemps que je fais ça, des salons, là. Je sais pas pourquoi. Mais oui, j'aime ce qui est pas pareil. J'aime la différence, là. Tu sais, j'ai été élevée dans la différence, il me semble. Tu sais, moi, j'étais apparentée aux prétenteux du Québec. C'est vrai, tu sais, comme mettons, si tu me demandes c'est quoi mes influences, moi j'ai toujours aimé ça, là, des prétenteux du Québec. L'art brut, là, l'art africain, l'art des Autochtones. Quand mon chum travaillait dans un centre d'artistes, il n'y a personne qui rentrait là. Mettons, il pouvait avoir dans une année combien de visiteurs. Il y avait du monde peut-être d'un vernissage, là, mais pas de ça. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Fait que, à un moment donné, le centre d'artistes était à la bibliothèque. Fait que les gens qui allaient à la bibliothèque, ils faisaient tout qui passe par l'expo. Fait que dans ce temps-là, c'était peut-être mieux. T'sais, la place était moins trépante. Mais sauf que les œuvres étaient beaucoup plus vues qu'après. L'art contemporain, ça leur fait peur, je dirais. Ah oui, parce que mon chum, il était dehors, il les appelait, il disait, venez. Ah non, c'est correct. Là, ils ont peur de ça. Je sais pas. Ils sont gênés d'aller. C'est good for it. C'est un projet qui est à la fois sculptural, relationnel et qui touche plusieurs disciplines par rapport à le dessin, l'estampe, la sculpture, la performance et en amont, la photo, parce que les gens photographiaient, documentaient. S'intitulait The Gift, Not for Art's Sake. Alors, le cadeau, pas pour l'art. Fin des années 80, début des années 90, sous l'invitation du Delaware Center for Contemporary Art. Et j'en ai fabriqué 8 identiques qui étaient accompagnés d'objets. Et ces 8 ensembles d'objets ont été amenés dans 8 lieux différents dans l'État du Delaware, que le Delaware Center a facilité au niveau d'organiser les rencontres. Et les gens qui les ont accueillis ont fait des installations avec et ont ajouté des éléments et ont transformé des éléments. Pour ensuite, moi, j'ai repris tout le matériel pour en faire une grande exposition au Delaware Center for Contemporary Art l'année suivante. Ce qui me donne l'idée, c'est que est-ce qu'ils vont tenir le cours, vont tenir l'espace et tenir l'attention dans un contexte d'art, de sculpture, avec 8 ou 9 collègues que je connais la plupart, que j'ai beaucoup de respect pour eux dans leur pratique. Je dirais, écoute, ça va être des sculptures qui vont être là, les gars. Comment ils vont figurer sans le contexte du passé? Ils vont être isolés, mais ils vont en avoir 3, on s'est entendu à ça. Mais déjà, ils vont créer des relations entre eux. Puis pour moi, dès le départ, puis dans toutes mes sculptures, souvent, c'est le côté énigmatique que je tiens. L'énigme que cet objet-là peut provoquer. Des fois, le inconfort, des fois, juste le questionnement. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont encore fonctionner de cette façon-là? Puis, est-ce qu'ils vont encore poser des questions? Transposer des éléments du quotidien, mais c'est très large, là, le quotidien est très large. Si je fabrique des objets, comme les éléments que j'ai sur ma table de travail, ça devient un élément de mon quotidien, je vis avec, puis
je viens qu'à faire des associations avec des choses que je vois dans mon environnement. Puis c'est ça qui m'inspire à faire de ces genres de formes-là. Fait que c'est vraiment après de les transposer d'un état à l'autre. Du dessin, la peinture, la photo, la cohabitation. Ça, j'ai vraiment une drôle de façon de travailler, là, parce que moi, je m'étale vraiment beaucoup. Je fais plein d'affaires, il faut que je les vois sur les murs, il faut que je les vois sur les tables, puis c'est ça qui fait que ça continue de rouler. Là. Fait que c'est un peu tannant, ma façon de me laisser traîner, mais c'est ça qui fait que ça roule le travail là, ensuite. Fait que c'est vraiment... C'est ça, passer d'une étape à l'autre, des transpositions, d'états, de formes, de couleurs. Ici? Ah, c'est des planches. Ok, je viens de voir. Je pensais que c'était juste une planche de MDF. Non. MDF, ça va être encore plus pesant que ça. Ouais. Hey, c'est parfait, ça. Je vais le peigner un peu, là. Donc, l'œuvre s'appelle Canva pour représenter un peu justement l'idée de la toile blanche, l'intervention dessus. Donc, c'est un peu de parler de l'animal, mais du côté comme utilitaire. Tu sais, le fait de posséder pour faire valoir, le fait de... je pense par exemple à des concours, je sais pas, de caniches, là, les caniches royales, tu sais, de les tondre, des concours, etc. Donc, c'est un peu dans l'idée de l'utilisation d'un autre vivant pour combler notre existence. Donc, en fait, c'est une sculpture d'un chien de façon réaliste. Donc, il est fait avec de la fourrure recyclée. Il semble un petit peu tranquille dans son petit coin, là. On peut avoir l'impression qu'il y a eu le passage soit d'enfants ou des gens qui sont venus le dessiner. Puis, je trouve que l'animal, c'est un bon vecteur pour transmettre un peu ses réflexions. Donc, souvent, je construis des animaux, donc soit avec de la fourrure. Des fois, on voit vraiment tout l'animal comme Canva. D'autres fois, c'est plus subtil, plus en représentation. Donc, c'est ça, à l'atelier, j'ai comme plein de petits bouts de fourrure. J'aime beaucoup travailler justement avec les animaux. Ouais. Tu les utilises comme symbole, finalement. Oui, en fait, c'est très symbolique, là, comme par exemple, je pense à l'œuvre Pavlov là, que j'avais présentée dans le cadre de cette exposition-là. C'est la tête d'un chien avec des mains qui le font sourire. Donc, c'est un peu l'idée de se transposer à travers l'animal, tu sais, de dire « Ah, il sourit » ou « Ah, regarde », tu sais, au lieu de prendre l'animal comme il est, c'est de vraiment traduire un peu... lui attribuer... Oui, en fait, c'est ça, lui attribuer un caractère humain au lieu de le prendre vraiment comme il est. Donc, c'est un peu cette réflexion-là que j'ai à travers mon travail. J'aime ça, la régularité. Moi, je suis un petit peu maniaque. La première année, j'ai présenté une sculpture en tube de tuyaux d'aspirateur, les tubes qu'on met dans les murs, là, les tubes blancs rigides. Et dans le fond, c'était comme... J'avais fait une esquisse sculpturale en paille et en filet de clémentine, des filets d'emballage de clémentine, puis j'aimais comment je pouvais, je vais parler avec mes mains, là, prendre l'objet puis le tordre, puis lui donner différentes formes, différentes variantes. Fait que c'était un début de structure modulaire ou modulable. Et puis, cette pièce-là, cette esquisse-là, en paille, je l'ai refaite à grandeur plus imposante, disons, là, avec les tuyaux d'aspirateur. J'ai fait ça quand j'étais en résidence à Est-Nord-Est, à Saint-Jean-Port-Joli. Puis j'en avais 3. Puis là, pour moi, c'était des pièces qui devaient vivre dehors, mais j'avais pas les moyens de les faire en aluminium peint en émail cuit, admettons. T'sais. Alors, j'étais contente de la faire,
en tube puis en peinture, puis de pouvoir la remontrer dehors avec le premier événement de Bouffée d'art. Ma démarche artistique, comment moi j'aime en parler, c'est comme mon identité personnelle, dans le fond. Qu'est-ce qui fait que je me distingue des autres artistes? C'est mon intérêt pour la nature, les formes dans la nature, comment elles sont en croissance et en développement. Tous les motifs qui sont développés, qui se répètent, puis qui s'amplifient, ou parfois il y a des dommages ou des répercussions par des forces, puis ça l'amplifie des défauts, ou ça l'amplifie des formes, dans le fond. Tout ça, c'est au niveau visuel, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve que la nature, c'est comme... Tout est déjà là. Tu sais, l'architecture, des fois, on pense que l'humain est bien intelligent, mais premier animal à avoir fait une maison, c'est peut-être l'oiseau avec des brindilles. Bien, ça, c'est de la vannerie, tu sais. Puis moi, je fais de la vannerie. Fait que dans le fond, souvent, c'est comme ça que j'en parle. Je veux pas imiter la nature, je veux la réinterpréter, en fait. Et puis, en allant avec mes forces à moi, personnelles, c'est vraiment, je pense, de prendre des matériaux inusités et de les détourner de leur usage habituel. Donc, j'ai travaillé avec des pailles, j'ai travaillé avec du carton ondulé, j'ai travaillé avec les matériaux plus habituels aussi, qui sont le bois, le métal. Mais j'ai fait des recherches avec beaucoup les plastiques, les résines. Et puis, finalement, j'ai découvert que je pouvais utiliser le tie wrap qui existe dans toutes les longueurs, plein de couleurs que moi, j'aime pas. Fait que je les teins pour avoir les miennes. Et puis, c'est un petit peu comme si... c'est ma manière analogique d'utiliser les technologies de l'industrie sans avoir à faire tout de suite de la découpe au laser ou de l'impression 3D. Dans le fond, le tie wrap, c'était comme un avant-essai de me retrouver dans ce monde-là, dans le fond. Avoir un matériel qui peut être multiplié puis qui a de la polyvalence. Ma participation dans une bouffée d'art, c'était avec des œuvres qui étaient sur une thématique déjà amorcée, réfléchie, mais qui évoluait tout le temps parce que c'est un concept basé sur l'écologie, sur l'abus d'usage qu'on fait de certaines matières. En l'occurrence, c'était des cétacés, des baleines, que l'on tue encore dans certains pays du monde pour des besoins qui sont plus essentiels comme à une époque. C'est se nourrir et survivre. C'est purement commercial. Et on sait qu'on assiste à l'extinction de plusieurs espèces. Donc, cette réflexion-là, je l'ai amorcée à Saint-Hyacinthe. J'ai imaginé cet espace comme étant un plan d'eau, une mer, un cours d'eau, une mer. Et beaucoup des œuvres étaient au sol, étaient en relation avec ça. Et le sujet et le fait que je voyais que j'ai repris cette expérience-là à Circa, aussi au centre-ville à Montréal, dans une autre exposition, mais toujours dans cette idée de voir le plancher comme étant une surface qui pouvait être une surface naturelle si on le transposait ailleurs. Cette fois-ci, j'ai repris 2 des baleines et je les ai placées devant des éléments. Un, c'est une fenêtre, donc ça donne à l'observer. L'observation est littéralement exprimée par le cadre. Et l'autre, c'est une grille qui forme une grille très forte en métal qui fait office de prison, de barrière. Donc, c'est métaphoriquement que je voulais, et poétiquement, que je voulais appuyer sur le propos déjà amorcé, mais en y ajoutant des éléments. Parce qu'une chose que j'ai compris après plus de 40 ans de vie artistique, c'est qu'un projet n'est jamais vraiment fini. Il mûrit tout le temps. On peut toujours aller plus loin. Excitée par le fait qu'on sorte les œuvres d'art, parce que moi, j'ai pas fait d'art public, d'art. J'en avais pas fait encore, en fait. Et j'aimais vraiment le concept. Je trouve que c'est une très bonne idée que les gens arrivent puis qu'ils s'attendent pas nécessairement à rencontrer de l'art. Et aussi que les œuvres voyagent. Ça, c'est l'idéal, là. Fait que ça devient... comme un peu ambulant, itinérant, là.
Je pense que c'est ça qui m'intéressait. Puis l'échelle aussi, c'est sûr que c'est le fun des œuvres d'art extérieures impressionnantes, mais en même temps, t'arrives dans le Bouffée d'art, puis c'est plus plein de surprises, tu sais, puis des différences, puis des ressemblances entre les artistes, puis leur manière de travailler, d'interpréter la matière, dans le fond. Ma pratique est plutôt orientée autour de la représentation du corps. Je cherche en fait des différentes façons de représenter le corps, souvent en art public, dans l'espace. Sinon, en galerie, ça va être plus de mélanger des procédés plus de sculpture classique, comme le moulage ou la taille directe ou le modelage. Puis faire dialoguer en fait ces procédés-là plus classiques avec des nouvelles technologies, comme la numérisation, la modélisation, puis l'impression 3D. Donc j'aime beaucoup apprendre, je fais en fait beaucoup de dessins 3D en premier, puis aussi j'apprends d'autres logiciels parce que j'ai acheté une imprimante 3D aussi, comme un peu des techniques que j'ai ici, comme les straps d'aluminium assemblés. Ensuite de ça, je fais imprimer des fragments de visage que j'assemble sur des pièces avec des socles en inox. Les fragments de visage vont être coulés en bronze. Fait que j'utilise une matière que je peux passer directement de l'imprimante avec un peu de finition à l'atelier du bronze, en fait. Fait que c'est ça, j'aime vraiment explorer plein de matériaux. La fonderie m'a amené beaucoup aussi d'explorer avec la cire, le modelage, tout ça. Puis ensuite de ça, le plâtre, le moulage. Puis moi, j'intègre un peu tous ces matériaux-là, mais dans une démarche même en galerie. C'est souvent aussi des surplus ou des tests que j'ai faits pour les projets d'art public. Après ça, je récupère, transforme, puis réexpose en galerie, en fait. Puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est vu que je fais pas mal tout moi-même, puis je trouve ça important, le travail d'atelier, puis la trace, en fait, du travail, puis les procédés, tout ça. Fait que dans mes pièces, souvent, je laisse parler ces traces-là, ou je les laisse présentes. C'est ce que je laisse transparaître aussi dans les pièces, même avec les structures, comme la pièce que je vais présenter à Bouffée d'art. C'est l'ossature d'une sculpture qu'on voit pas normalement, qui est là, devient la silhouette de la statue, en fait, qui est présentée. Fait que c'est un jeu entre l'intérieur et l'extérieur, entre la présence des bottes massives en béton, mais la transparence wireframe, là, du fil de fer, en fait, qu'on peut retrouver en 3D aussi, en fait. Un jeu formel que j'utilise beaucoup, là, entre la présence et l'absence, la silhouette, le positif, négatif aussi. Puis c'est ça, en fait, toujours en laissant parler les techniques aussi. En fait, donc participer à Bouffée d'art, pour moi, ça me tentait vraiment de le faire, mais c'est comme pas évident, en fait, de sortir d'une logique de galerie d'intérieur. Là, moi, je viens vraiment d'une logique de présenter de l'art à l'intérieur, où il n'y a pas d'intempéries, où il n'y a pas de climat, il n'y a pas de... Puis le rapport avec le public aussi, c'est sûr, c'est un autre genre de public. Donc, je trouve ça comme intéressant comme exercice d'amener mes idées un peu à l'extérieur. Donc, pour l'instant, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'un petit peu poursuivre mon travail sur le corps que j'ai commencé à explorer en céramique, comme des corps assez féminins, mais qui sont abstraits.
Donc, d'avoir deux sculptures céramiques, finalement, de ces exercices de figuration-là, un peu comme des statues, si on peut dire, qui sont quand même abstraites. Puis moi, je l'ai appelée Danaé solaire, en fait, la pièce. Je pense que c'est la première, dans les premières pièces que j'ai fait là, avec ce traitement un peu expressif, en fait. Tu sais, comme moi, je vais dans Illustrator, puis je prends une grosse brosse dans les pinceaux, puis je trace comme d'une façon vraiment rapide. En fait, j'esquisse le corps, finalement, de la peinture, mais avec vraiment une grosse brosse ronde. Donc, ça arrondit les contours, ça amène un traitement semi-abstrait, mais un peu naïf aussi. Et donc, Danaé, j'avais fait juste les jambes du personnage d'abord. Après ça, j'avais fait les jambes et les bras, puis après ça, j'ai ajouté la tête. Puis, en fait, la façon que j'ai traité cette œuvre-là, j'ai fait un carrelage de céramique. Donc, j'ai découpé mes tuiles sur mesure et je les ai collées sur un panneau en bois que j'avais découpé. Puis, dans mon esprit, en fait, comme quand j'ai vu l'œuvre finie, j'ai vraiment pensé à un panneau solaire. Et donc, l'idée que le corps de Danaé était comme récepteur de lumière, producteur d'énergie, producteur de vie. Et là, après ça, c'est vraiment une réflexion sur l'énergie qui s'est suivie. Énergie, donc, sexuelle qu'il y a dans le mythe, énergie même économique, ou l'argent comme énergie ou l'énergie comme argent. Et aussi l'énergie solaire, en fait, qui s'est venue s'ajouter à ma réflexion. Donc, c'est des pièces qui, j'y avais pas réfléchi, mais fonctionnent bien avec le contexte extérieur, étant donné qu'on est dans la lumière naturelle. Donc, ça va bien marcher pour ça. Tu sais, un jour, tu te demandes d'où ça vient. C'est surtout quand tu passes devant les comités. On te demande pourquoi vous prenez le métal. Ah oui, quand j'étais jeune, il y avait une cour à scrap en arrière de chez nous qui faisait 2 côtés. Puis je voyais les gars souder, tout ça. Ça vient de là. Ah, fait OK, c'est bon. Puis après ça, il y en a une qui me dit pourquoi les arbres, ça? Ah oui, parce que quand on glissait, on allait se foirer dedans. Mais c'est ça. Tu t'aperçois que ça part de là. Fait que. Au début, tu le nies. Parce qu'avant de rencontrer Gaston Miron et tout ça, le monde veut faire de la sculpture ou de la poésie ou de la littérature internationale. Là, Gaston, il me dit, ça n'existe pas. Je dis, comment ça? Ben, il dit, il faut que tu sois de quelque part. Tu sais, du Michel Tremblay, là, c'est même pas Montréal. C'est une rue, c'est la rue Fabre. Tu sais? Tu fais, ah ouais? Ouais. Puis il dit, moi, c'est Sainte-Agathe-des-Monts. Je suis venu au monde là. Fait que ma poésie, elle part de là. Ça reste que c'est avec les gens que tu communiques, que tu amènes des propos, des idées, que tu amènes les choses un peu au monde. Mais c'est aussi une communication avec toi-même, là, parce que ça reste que, tu sais, c'est 99%, ça se passe dans l'atelier, puis c'est avec toi-même, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'amener. Au final, c'est fait pour être présenté devant un public, mais c'est quand même quelque chose de bien personnel, là. Ben, il y a beaucoup de liens avec la matière. En fait, moi, je suis quelqu'un de matière au sens de mon approche sculpturale. Donc, d'aller chercher l'espace en 3D avec des matériaux qui soient résistants. Initialement avec le bois, mais rapidement avec le métal. L'acier principalement, l'acier inoxydable aussi. Donc, encore une fois, toujours des œuvres qui suscitent la réaction par rapport à l'équilibre. Bon, comment ça tient. Le moment avant que ça puisse basculer aussi. Ben, la recherche, c'est quelque chose qui est fondamental à l'intérieur. La recherche, pour moi, c'est comme la poésie. T'sais. Qu'est-ce que mon œuvre veut dire? Qu'est-ce qu'elle va exprimer? Comment on va la percevoir? Rendu à la perception des autres, c'est pas vraiment mon problème. Mais de chercher à l'intérieur, mon langage, oui, bien sûr, on a, comment dire, à un moment donné, nos caractères visuels, mais pour moi, c'est de trouver vraiment un filon qui m'amène encore dans des notions, là, puis je travaille encore depuis longtemps là-dessus, mais je parle encore de captivité, de créer une œuvre qui
donne l'impression de légèreté, même si elle pèse plusieurs tonnes de bord, mais à la fois de donner toute cette vulnérabilité-là. Puis je pense que ça, c'est le côté poétique de mon travail aussi, quelque part, cette connexion-là avec la réalité quotidienne. Tu sais, de plus en plus, on se rend compte qu'on est peut-être pas une espèce menacée, mais en tout cas, à tout le moins fragile, vulnérable. De mes œuvres, de ma série Equilibrium, les œuvres qui... en fait, c'est un peu un clin d'œil au socle. C'est des œuvres qui semblent flotter dans l'espace, 2 éléments qui sont attachés sur une structure, mais qui, en fait, donnent l'impression de flottement, mais à la fois sur 3 pattes. Et physiquement, ça tient tout seul. Donc, sur 3 pattes, il y a tout le jeu d'équilibre. Et quand je parlais de vulnérabilité tantôt, il y a tout cet aspect de comment ça fait pour tenir, puis à quel moment ça va s'effondrer, c'est un peu ça. Donc, est-ce que c'est témoin de ce qu'on vit comme société ou comme humanité? Je ne veux pas aller là, mais chose certaine, de façon matérielle, dans l'espace, dans la matière, c'est 2 éléments qui se chevauchent, qui se juxtaposent plutôt, qui tiennent sur 3 pattes chacun et qui sont comme contrebalancés. L'œuvre que je présente pour Bouffée d'art, c'est une... d'ailleurs, parce que j'ai été invité et j'ai vraiment apprécié cette belle invitation-là parce que je me suis lancé un défi de faire une œuvre unique, une œuvre d'une façon que j'ai réalisée d'une façon assez spontanée, mais toujours avec l'idée d'une forme stationnaire. Donc, le titre, c'est Station 21. Ça parle de la relation, finalement, à l'objet, un peu comme j'ai pu parler tantôt. C'est que quand on se promène, on déambule, on va voir des objets d'art, si on peut dire, ben, on va se stationner devant l'objet. Donc, on se place dans une position d'observation et de réflexion. Donc, on se positionne devant l'œuvre d'art. Et c'est ce que je trouve intéressant. Et l'objet, Station 21, mais ça se place aussi comme un objet un peu étrange, comme si c'était une forme qui captait soit la météo, la température, ou donc c'est une pièce qui est difficile à définir, mais qui se positionne elle-même aussi en station, comme l'observateur même de l'œuvre d'art. Et 21, bon, c'est l'été 2021. Puis je trouve ça intéressant de mettre comme du numérique, dans le fond, dans les titres. Ben, en fait, il y en a 2. Il y en a 2 qui sont basées sur la technique de la vannerie, une avec des matériaux de récupération, donc des straps en plastique. Et puis l'autre, c'est une œuvre en fait qui est travaillée à partir de cercles de bois, enfin de bambou, qui sont liés les uns aux autres avec de la vannerie. Je travaille beaucoup sur l'idée de l'adaptation, donc qui est liée au fait de la migration et du mélange des cultures. Donc depuis quelque temps, je travaille des matériaux avec la vannerie, j'ai travaillé la céramique aussi, mais dans l'idée que c'est pas moi qui dirige la matière, je m'adapte là où elle me mène. Donc dans les 2 œuvres qu'on va voir, en fait, il n'y a pas d'idée déterminée de la forme que ça va prendre, c'est le matériau qui choisit là où il va. Moi, en fait, ce qui m'anime, c'est plus la matière. Je pourrais rester 24 heures sur 24 à mon atelier à bidouiller des trucs, à expérimenter des choses... essentiellement, en fait, j'allais dire, c'est un peu... comment je vais exprimer ça ? Conceptualiser ce que je faisais, c'est venu après. C'était un peu parce qu'on me demandait d'expliquer pourquoi je faisais les choses. Donc là, je me suis dit, je vais réfléchir à pourquoi je fais ça. Ah bah oui, ça doit être ça. Bon.
Mais finalement, moi, ce que j'aime, c'est créer des choses. Je suis pas intéressée par la peinture. Si on me demandait de changer de médium, je ferais de la céramique. Je ferais pas de la peinture ou de la sculpture sur pierre. Je ferais des choses où je peux créer des objets, je peux créer du volume, je peux toucher la matière. C'est vraiment ça qui m'anime. Travailler avec la main, travailler avec la matière permet d'explorer beaucoup plus sans a priori. Et ça, j'aime beaucoup cette notion-là. Mais des fois, j'ai besoin de faire des projets un peu comme en architecture. J'ai besoin de me définir un programme. J'ai besoin, mettons, s'il y a une proposition, de voir cette proposition, quels sont les thèmes, le décortiquer pour voir tranquillement si la matière ou si la réflexion ne va pas arriver à me donner une idée. Et donc, ces deux aspects-là sont importants pour moi. Je dois l'explorer dans les deux sens, effectivement. J'en ai deux. La première, c'est plus, c'est une sculpture Léonard que j'avais déjà faite. C'est du bois. Je récupère beaucoup le bois, donc c'est mon médium favori. Je récupère des troncs d'arbres que je coupe en fines tranches, percées et insérées dans des tiges de métal ou des barres d'acier avec 10 pieds, 3 mètres, et de réaliser des formes différentes. Et toujours en équilibre. Je m'aperçois que la recherche de l'équilibre, que ce soit par l'architecture, que ce soit par l'art, c'est toujours ce déséquilibre ou cet équilibre que je cherche dans la sculpture et même provoquer ce débalancement-là pour qu'elle redevienne sur elle-même. Que quand tu arrives avec le jeu d'ombre et lumière, tu gardes toujours ton regard au fond pour aller au centre. Un peu cette idée-là. Ouais, l'espèce de genre de mise en abîme. Exact. Je travaille avec le fil depuis au moins une quinzaine d'années, sinon plus. Fait que j'ai utilisé le fil dans différents contextes. J'ai utilisé le fil avec le dessin, où est-ce que j'empruntais aux techniques de la broderie, si on veut. Ensuite, j'ai fait des installations in situ, des interventions in situ où est-ce que le fil occupe l'espace et le spectateur, pour ainsi dire, entre dans la pièce, dans l'œuvre comme tel. J'ai utilisé aussi le fil avec la photographie, des éclairages au blacklight, donc l'expérimentation au niveau de l'éclairage. Puis enfin, les assemblages, où est-ce que j'utilise des objets, comme dans mon cas, c'est des objets de mon quotidien que j'ai finalement combiné avec le film. Moi, dans mon travail, il y a un côté qui est beaucoup de la notion du jeu. J'aime jouer avec les limites entre le calcul, qu'est-ce qui est calculé, et puis le hasard. Et puis aussi entre ce que j'anticipe, puis la surprise. Donc, dans les deux œuvres que je présente, c'est des deux œuvres que j'avais déjà réalisées, mais que je revisite et que je recontextualise d'une autre façon. Les deux œuvres que j'ai présentées, c'était un peu... une s'appelait La Shoah et l'autre s'appelait Table d'hôte. Et puis ces deux œuvres-là, c'était un peu un clin d'œil au Redébate de Marcel Duchamp. Donc, c'est l'idée de créer des œuvres en combinant le fil et des objets. Mais tout le temps d'une façon incongrue, d'une façon surprenante. Donc, pour Bouffées d'Or 2022, je recontextualise complètement les deux œuvres pour faire autre chose avec, mais en utilisant essentiellement les mêmes matériaux que j'avais pour les œuvres originales. Donc, une table d'hôte va se transformer en une espèce d'objet en lévitation. Donc, il y a comme une espèce d'illusion d'optique là-dedans, du fait que, principalement, le fil est un objet souple, est un objet mou, mais c'est lui qui va soutenir un objet solide, un objet plus lourd, qui devient la table, qui est la table. Donc, il y a un jeu
d'inverser les rôles, d'inverser le sens des objets, et puis de faire autre chose avec. Et plutôt dans l'esprit de créer la surprise, puis à la limite le questionnement. Pour un, ça pourrait être, bon, mon Dieu, comment ça tient? Et d'autres, quel est le message derrière ça? Mais ça, c'est des interprétations qui sont laissées à la personne qui va vivre l'expérience de voir. Tes œuvres ont comme un morceau de recyclage dedans? Ah oui. Ben ça, j'ai commencé ça, là, c'est une expo que j'avais faite, là, ça s'appelait L'espèce en voie d'apparition. Puis c'était comme des œuvres faites avec la récupération, puis la sculpture aussi. Ben des sculptures avec la récupération, pas juste la récupération, là. Mais j'aime pas ça, des sculptures juste avec la récupération. Puis là, j'ai comme continué, là, ça fait toujours partie de mon art, là. Plus qu'ils sont nouvelles, plus que je travaille la texture, tu sais, comme... Parce qu'avant, je faisais de l'acrylique, puis maintenant, je fais de la peinture à l'huile, puis ça se travaille pas du tout pareil. Là. Puis, mettons que je réapprends à travailler la peinture à l'huile aussi. Fait que, mettons, mes premières sont plus basiques, là, puis ma dernière, c'est l'oiseau. Mais je trouve qu'elle est plus intéressante comme les couleurs, puis les textures à l'intérieur, la texture. On dirait plus que c'est du papier mâché un coup qu'ils sont peints. Hein? Ben c'est ça. Pour faire ces sculptures-là, je suis partie des morceaux de récupération. OK, ce morceau-là, je vais faire une œuvre. Lui, c'est comme... On a travaillé sur des Marie-Antoinette. Puis Marie-Antoinette, c'est comme des robes plus faites comme une collerette avec une tailleur de voiture. Là. Ça, je savais, c'était ça que je voulais faire avec. T'sais. Des fois, j'ai le goût, puis ça, je vais faire avec. T'sais. Comme lui, ben moi, celui-là, le personnage à deux têtes, c'était ça parle de la folie un peu. Parce que c'est des entonnoirs. T'sais. Les entonnoirs, ça représente un peu la folie, mais ça ressemble plus vraiment à des entonnoirs. Un petit peu. Je les ai recouverts. Ouais, je me mets pas de pression, là, tu sais. Là, je m'amuse. L'important, c'est d'avoir du fun et de s'amuser. J'arrête pas de me qualifier de que je fais de l'art naïf depuis que je fais de l'art. Ouais. Puis j'ai ça qu'elle me qualifie de ça. Mais tu sais, tout le monde se dit « Ah, tu fais de l'art naïf. » Non, c'est pas de l'art naïf. Dans toutes mes affaires, en peinture, en dessin, en sculpture. Ben oui, parce que ça fait peut-être enfantin. Ce côté enfantin, là. C'est moins précis, là, tu sais, je fais pas de l'art figuratif comme réaliste, là. Je fais pas de l'art réaliste, c'est ça. Moi, je fais plus de l'art amusant, drôle. Je trouve que c'est un peu un côté drôle, onirique, là. Je travaille beaucoup la sculpture avec différents matériaux, surtout par le moulage. Et puis, mes sculptures, inévitablement, finissent toujours par une sorte de mise en scène en installation. Donc, j'aime bien avoir un fil conducteur, juste de mettre une sculpture installée là, c'est une chose, mais je veux amener le spectateur ou la personne qui va voir ça, qui a un fil, qui a quelque chose, qui a une histoire derrière de cette installation-là. J'aime fabriquer des choses, j'aime aussi... mélanger des choses nouvelles avec des vieilles, des choses qui ne vont pas nécessairement ensemble. Un peu comme mes branches avec mes bulles, tu sais. Donc là, j'ai une branche d'arbre, puis là, il y a une bulle qui sort de là, tu sais. Mais la bulle, elle a été faite de façon virtuelle. Tant qu'on ne l'a pas vu sortir de l'imprimante, ben c'est ça, tu sais, ça n'existe pas encore, tu sais. Il y a tout le côté conceptuel qui... est là maintenant, et puis il y a tellement de nouvelles technologies aussi qui peuvent nous supporter. Est-ce qu'on les utilise ou non? C'est un choix aussi. En fait, je pense que les artistes utilisent les nouvelles technologies souvent dans des intentions qui sont tellement différentes de ce que l'industrie peut proposer
que pour la même technologie, je pense aux imprimantes 3D. Beaucoup d'artistes actuellement travaillent avec les imprimantes 3D. Je t'avoue mon ignorance en la matière, là, comme informaticien. Là, ça, c'est des outils qui me manquent. Dans mon corps d'outils, là, ça, je suis obligé d'emprunter chez le voisin. Je suis obligé de faire ce bout-là. Là, je ne l'ai pas, je ne le maîtrise pas, je n'y ai pas accès non plus. Par contre, je pense à tout ce qui se fait comme découpage. Là, tu regardes ce qui s'est fait dans les 15 dernières années en sculpture, où tout le monde a fait du découpage, tout le monde a fait, mon Dieu, un terme un peu galvaudé là, que je qualifierais de feuillage. Tu sais, la dentelle en inox, en alu, en acier, parce qu'on a découvert la découpe au laser ou la découpe au plasma ou tout ce qui est informatisé. Donc, écoute, c'est un support indéniable à la création chez les artistes. Maintenant, est-ce que tu sais, l'outil devient l'œuvre? C'est un peu ça aussi, tu sais. Dans le fond, le mode virtuel, ben, c'est une mise à jour des outils traditionnels. La création et la modification de l'élément sculptural se fait de façon virtuelle, donc beaucoup plus rapidement. Et là, à ce moment-là, ben, on peut enlever, mettre beaucoup plus facilement, puis on a un visuel. C'est pas un vrai 3D parce qu'on est sur un écran 2D, mais on peut quand même voir tout le tour. C'est pas comme si on était en hologramme, mais on peut au moins voir la pièce de tous les bords. Fait qu'une fois que ça c'est accepté, puis ça fait notre affaire, ben là, à ce moment-là, on peut procéder par le fameux moulage virtuel, c'est-à-dire l'impression de l'élément en plastique, ou bien d'utiliser, si on veut une grosse pièce, ben là, d'utiliser une CNC où là, on met un bloc. Et puis, contrairement à l'imprimante qui, elle, par addition de matière, ben là, on est par soustraction. Donc, la machine va enlever de la matière pour découvrir la pièce qu'on a besoin. Et puis là, ben, je me suis amusé à me dire, OK, qu'est-ce qui sortirait de là? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans le cœur de cet arbre-là, qui pourrait sortir par ces orifices, comme là, le trou. C'est devenu un trou assez béant, avec de la pourriture. Donc là, j'ai nettoyé tout ça, autant l'intérieur que l'extérieur. Et puis là, ben, j'ai scanné, numérisé en 3D la surface où il y avait le trou. Et puis là, je me suis amusé justement à mettre les fameuses bulles, à voir comment ça pourrait sortir, comment ça pourrait s'organiser. Et puis, suite à ça, ben là, je l'ai imprimé. Et puis là, ben à ce moment-là, c'est sûr que ça va rentrer là comme un bloc Lego parce que j'ai mon empreinte virtuelle qui a été prise via le scan. Là, c'est comme s'il y a des bulles, mais j'ai pas, tu sais, j'ai vraiment fait en bulles en sphère, très très simple, parce que je veux pas tomber dans le dégoulinant, le gore, tu sais, avec le côté sanglant, malgré le fait que c'est rouge, là. Mais je veux pas tomber là-dedans. Je veux tomber quand même dans le côté un peu fantaisiste, une bulle de champagne, une bulle de savon même. Il y a quelque chose de rigolo. T'sais. Donc là, c'est comme si les bulles sortent, puis là, ben, ils en tombent à terre. Puis avec le vent, ben, il y en a une qui est tombée sur le bord du socle. Fait que c'est un peu ça que je vais représenter. Cette espèce de mouvement-là de l'intérieur, puis de ne pas voir ça comme une fin en soi, mais une nouveauté. Je veux une histoire, je veux que les gens s'imaginent une histoire. C'est sûr que le meilleur spectateur, c'est les enfants. Les enfants, ils arrivent devant ça, là, puis toutes les sculptures que j'ai faites, qui souvent, c'était cet effet un peu ludique, là, de bulles, ou j'en ai fait avec des tentacules en silicone qui sortaient d'un arbre. Ça, c'est les enfants, ils accrochent là-dessus au bout, puis c'est vraiment drôle de les entendre, de leur histoire, tu sais. Des bulles de savon qui sortent, c'est un arbre qui pète l'ébrou, c'est vraiment, tu sais, c'est tous ces éléments-là, tu sais, la mousse qui sort, des idées. Donc, il y a vraiment quelque chose de fantaisiste et rigolo qui vient de la part des enfants. Je pensais que je te ferais une grande carrière. Je me trouvais bien bonne. Mais tu sais, quand t'es jeune, là. C'est ça, mais là, gars, moi, je travaille en or quand même, là. Je donne des ateliers d'art aux impatients. Ma plus longue job de ma vie, 12 ans aux impatients. Mais c'est une belle job, pareil. Je leur fais faire de l'art. Moi, je leur passe ma passion des arts, tu sais. Je leur montre comment faire. Mais je me suis mis à faire du papier mâché que ça. C'est direct là, ça a commencé le papier mâché. Je me dis, ça a l'air le fun, je vais en faire moi aussi. Et oui, effectivement, c'est bien le fun. Parce que ça pèse rien. C'est ça qui est le fun. Puis ça brise pas comme la céramique. Tu sais, j'en ai fait plein de céramiques, là, ils sont toutes cassées.
l'art, ça doit être accessible au public, de toute façon. Alors, si le public ne va pas dans les musées, ne va pas dans les galeries, pourquoi les artistes n'iraient pas dans un public souvent inconvenu, souvent inattendu? Et de mettre en contact justement un public qui est aussi, comment dire, curieux que de se retrouver devant des objets ou des éléments qui sont pour eux inattendus. Ben, il y a une possibilité de rencontre qui est fabuleuse parce que en réalité, de faire de l'art, c'est d'aller vers les autres. T'sais. Alors, oui, bien sûr, les initiés vont se déplacer, on est dans les musées, mais le simple mortel, commun des mortels, qui n'est pas nécessairement intéressé par les arts visuels, ben, se retrouve dans un lieu où il y a une douzaine, une quinzaine, une vingtaine d'œuvres. Il y a un corpus qui devient comme palpable, vivant, et on va le chercher. Alors, moi, je pense que, oui, pour moi, c'est tout à fait... c'est une expérience qui est plus que banale. On va vers l'autre, et puis on y va de façon... comment dire... on y va sans compromis, quelque part. En fait. Dans des lieux qui sont souvent inattendus, parce que le principe de Bouffée d'art, c'était, ben, d'une part, ça fait longtemps qu'on est en cabané, on peut-tu comme aller vers le monde? Et puis, à plus forte raison, mais on vient de justement donner peut-être un dénominateur commun au travail qu'on fait, qui sont souvent des propositions plastiques ou esthétiques qui sont diamétralement opposées. Mais on a quand même une masse critique de propositions qui vont aller vers le public. Et puis, encore une fois, public inattendu. On l'attend, mais c'est toujours le public inattendu. Celui qu'on veut surprendre, finalement. Mon idée, c'est toujours de réussir à exprimer quelque chose qui est pas tant pour l'élite. Les gens qui vont voir de l'art souvent, qui vont dans les musées, des galeries, qui en mangent, qui en consomment, mais pour du monde comme mes parents, qui n'ont pas étudié là-dedans, qui n'ont pas fait de secondaire. Tu sais, quand ils disent moi, je suis allé à la petite école. Ben, petite école, là, 4e, 5e année. Là, tu sais, bon. Fait que j'essaie de travailler de façon à aller chercher le plus de gens possible qui connaissent pas ou peu, puis qui vont se poser des questions. Puis ça peut être de base, hein. Je veux dire, comment t'as fait ça? C'est mon leitmotiv, je pense. C'est d'être capable... C'est d'être capable d'attirer le plus de gens possible, parce que l'art, c'est pour tout le monde, t'sais. Puis en plus qu'on le met dehors, on ne met pas ça chez eux, dans une galerie, dans un lieu prédisposé pour les gens qui connaissent ça, comme je disais. Donc, on le met dans la rue. On va rencontrer les gens, le public, les personnes qui vont venir voir ça. Ben, il faut être capable de parler leur langage. L'œuvre est ouverte aux interprétations, elle n'est pas fermée. Puis il y a toujours quelque chose qui émane de ton œuvre que tu n'avais pas nécessairement voulu ou contrôlé, là. Donc, il y a aussi le propos de l'œuvre, la portée de l'œuvre, elle a sa vie à elle-même, là. C'est sûr que tu diriges un peu tout ça, mais tu peux jamais tout contrôler. Puis ce que les gens voient dans ton œuvre, c'est pas parce que tu l'as pas mis ou que tu l'as pas pensé que c'est pas là, t'sais. Mettons, avec une sculpture formaliste ou quelque chose qui aurait été géométrique, on peut plus se poser des questions sur le statut de l'objet avant de pouvoir embarquer sur le fait que l'objet y est réel et virtuel. Tandis que là, une sculpture, un buste qui manque un morceau puis que le morceau y est rendu dans le nuage, c'est quand même plus clair, là. On était en pleine controverse sur les pensionnats autochtones. Puis là, j'ai dit, ben, c'est vraiment affreux, cette histoire-là. Je peux pas juste... Faut que je dise quelque chose. Alors, je dis, OK, qu'est-ce que je vais dire, tu sais? Parce que on se sent tous un peu responsables d'avoir fermé les yeux puis avoir pensé qu'on était des bons Canadiens, tu sais. J'ai pensé à qu'est-ce que le monde découvrait, là, des ossements dentaires, de différentes grosseurs, parce que c'était des enfants, il y en avait plus vieux, puis moi, puis des tombes anonymes. C'est ça, t'as des tombes anonymes. Puis là, ben, à force de regarder ça, lire là-dessus, je me suis aperçu que c'était pire que ça. C'était même pas que le monde sont morts puis ils l'ont pas dit aux familles. Ils les torturaient, ces enfants-là. Ils les faisaient mourir de faim pour voir s'ils faisaient des expériences dessus, pour voir comment de temps qu'on peut toffer. Là, ça m'a vraiment mis à l'envers. Je me suis dit, ben là, ça, c'est trop.
Alors, c'est ça qui m'a convaincu de faire l'œuvre que j'ai faite, qui est comme des ossements mis dans une forme de croix pour nous faire rappeler que c'est la religion catholique qui faisait ça, en base de catholique, peut-être des protestants là-dedans, je ne sais pas. Et que c'est le gouvernement du Canada qui baquait la chose en toute conscience, sans même se demander des questions. Là, voyons, elle a été installée combien de temps? Elle a réussi à être là 2 jours. La fin de la 2e journée, le vent est levé. Et puis là, c'est du styrofoam, ça ne pèse rien, ça part au vent. Alors, j'ai été me presser pour l'enlever parce que je voulais quand même pas distribuer ça à travers tout le canton. L'artiste se questionne beaucoup, questionne le monde qui l'entoure, la société. Donc, par ricochet, se questionne lui-même dans son propre geste créateur, s'observe en train de créer. Donc, c'est pas être un artiste, c'est pas que fabriquer des objets, mais c'est aussi les remettre en question et remettre en question les objets qui nous entourent et remettre en question, finalement, la société qui nous entoure. Donc, c'est de réfléchir à bien des choses. L'objet, dans le fond, devient un prétexte à réfléchir. Puis, moi, j'ai tout le temps vu comme ça, l'acte créateur, c'est pas l'objet final, c'est pas l'œuvre en soi, l'œuvre terminée, mais c'est plutôt un point sur une ligne. Donc, c'est tout le processus, pour moi, qui a beaucoup plus de valeur que la finalité de l'objet. C'est tout le parcours. Fait que c'est pour ça que j'aime filmer, j'aime prendre des photos du processus, j'aime rendre compte du processus, parce que c'est ça, il est super important. Donc, je peux me mettre à la place, dans le fond, de l'observateur. Donc, je crée en sachant que la forme sera observée. Donc, je la fais pas pour un catalogue, je la fais pas pour une photo, je la fais pour un humain qui va être devant. Oui, c'est peut-être mon idée de départ, mais après ça, ça devient le projet, pas mon projet, mais le projet de tout le monde. Tout le monde y participe, puis à la fin, quand on réussit ça, c'est un projet commun, c'est un projet d'équipe. Et ça, c'est très valorisant pour moi parce que c'est le plaisir d'organiser un projet à partir d'une idée, souvent un peu folle, avec souvent pas de moyens, puis de fil en aiguille, on dirait que les morceaux de puzzle, ils tombent ensemble, puis on réussit à avoir des gens qui disent « Bien, je vais te donner un coup de main, on va faire ça, je pourrais faire ça pour toi, puis etc. » Ce projet-là, pour moi, c'est plus une aventure d'amitié que juste un projet de plus à réaliser. Puis pour moi, ça a été la plus belle... Tous les projets, la plus belle chose, c'est de le faire en équipe, de le faire avec des gens. Il y a quelque chose d'humain qui dépasse juste le fait de dire oui, on coche, c'est fait. Non, il y a quelque chose qui réunit le monde. Puis ça, pour moi, c'est de l'art. C'est pour ça que je faisais ça. C'est ce plaisir d'organiser, mais d'organiser ensemble. Sinon, tout seul, on peut rien faire. Moi, je peux rien. J'aurais beau avoir les idées les plus folles. Si j'ai pas les gens qui embarquent dans un projet puis que ça devienne leur projet, ça marche pas. Si on réussit à faire 3 ans d'un projet qui, au départ, était une idée un peu folle, je trouve que c'était quand même une belle réalisation. Puis de sentir que les artistes sont contents aussi. Pas juste de dire qu'ils vont avoir un cachet, mais de l'offrir au public, d'ouvrir ça un peu plus largement. Puis souvent, si je prends au Mont-Saint-Grégoire, c'est vu par des milliers de personnes. C'est pas vu par 10 personnes. C'est vraiment quelque chose qui est ouvert. Puis ça, c'est un gros plus aussi pour les artistes.